Mon mari a demandé le divorce lors de l'enterrement de mes parents. Quelques semaines plus tard, je l'ai laissé ruiner. Restez avec moi pendant que je raconte mon histoire. Et n'oubliez pas de soutenir notre chaîne en vous abonnant, en aimant nos vidéos et en les partageant avec vos proches. Votre soutien compte énormément pour nous. Maintenant, passons à mon histoire. Poké. Mon mari a demandé le divorce lors de l'enterrement de mes parents. Ce jour-là, j'ai perdu mes parents et mon mariage en un seul coup. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que j'allais bientôt tout lui prendre. Suivez-moi pendant que je partage mon histoire. Et si elle vous touche, n'oubliez pas de soutenir notre chaîne en vous abonnant, en laissant un like et en la partageant avec ceux que vous aimez. Je m'appelle Sarah Miller. J'avais 32 ans quand mon monde s'est effondré. Mes parents sont décédés dans un tragique accident, et la douleur de leur perte était insupportable. Ils avaient toujours été mon refuge, ma lumière guide. Le jour de leur enterrement commun, je tenais à peine le coup. L'église était remplie de fleurs et de musique douce, mais tout ce que je ressentais était un vide immense. Je cherchais du réconfort. Quelqu'un pour me tenir la main, me rappeler que je n'étais pas seule. Au lieu de cela, j'ai reçu quelque chose de bien pire. Michael, mon mari depuis 7 ans, m'a prise à part près des cercueils. Son expression était froide, sans la moindre trace de compassion dans ses yeux. Il n'a pas murmuré des mots de soutien. Il ne m'a pas dit que nous traverserions cela ensemble. Au contraire, il m'a regardé avec irritation, comme si mon chagrin était un inconvénient pour lui. Sans hésiter, il m'a annoncé qu'il voulait divorcer. Au début, j'ai cru avoir mal entendu. Qui pouvait être aussi cruel en un moment pareil? Mais il a répété, plus lentement, plus durement, pour s'assurer que je comprenne. Il a dit que ma tristesse l'étouffait, qu'il ne supportait plus mes pleurs constants, que je le tirais vers le bas. Ces mots ont frappé plus fort que la perte que je vivais déjà. Je venais d'enterrer les 2 personnes qui m'avaient élevé, et maintenant l'homme qui avait promis de m'aimer envers et contre tout choisissait de partir. J'avais envie de hurler, de lui demander comment il pouvait être aussi sans cœur. Mais le poids du chagrin pesait sur ma poitrine, volant ma voix. Je suis restée figée, le monde tournoyant autour de moi tandis que les gens continuaient à murmurer leurs condoléances. Personne ne savait que, dans un coin de cette pièce silencieuse, mon mariage venait aussi de mourir. Je suis retournée à ma place en silence. Les larmes brouillaient ma vue, mais je me suis forcée à rester immobile et à affronter la cérémonie. Je n'avais plus d'énergie pour argumenter, plus de force pour plaider pour mon mariage. Mon cœur était déjà brisé, et la trahison de Michael était comme un clou de plus dans le cercueil de la vie que je pensais avoir. Ce jour-là, j'ai enterré mes parents. Mais d'une certaine manière, j'ai aussi enterré Michael. Il ne le savait pas encore, mais sa cruauté avait allumé une étincelle en moi. Je n'ai pas riposté à ce moment-là. Je ne pouvais pas. J'étais trop brisée. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas la fin de mon histoire. C'était seulement le début. Les jours suivant l'enterrement étaient lourds et solitaires. La maison semblait plus froide que jamais, et Michael était rarement là. Il partait tôt, rentrait tard, et quand il était à la maison, il agissait comme si je n'existais pas. Il ne me demandait pas comment je tenais le coup, ne s'asseyait pas avec moi, ne faisait même pas semblant d'être encore une équipe. Sa distance était tranchante, presque délibérée, comme si ma douleur l'agaçait. Au début, j'ai essayé de croire qu'il vivait son deuil à sa manière, peut-être en s'occupant pour éviter la tristesse. Mais son absence devenait plus longue, ses excuses plus faibles. Il ne pleurait pas. Il était absent à tous les niveaux qui comptaient. Une nuit, je lui ai demandé directement où il passait son temps. Sa réaction n'était ni de la culpabilité ni de la surprise. C'était de l'arrogance. Michael m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit qu'il voyait quelqu'un d'autre. Elle s'appelait Vanessa Brox, une agente immobilière plus jeune avec qui il travaillait depuis des mois. Il l'a dit avec désinvolture, comme s'il me parlait d'un nouveau client, pas comme s'il avouait détruire notre mariage. Mon estomac s'est noué. Mon cœur semblait arraché. J'avais envie de demander depuis combien de temps, pourquoi, ce qu'elle avait que je n'avais pas, mais je me suis retenue. Son ton montrait clairement qu'il n'avouait pas par regret. Il avouait parce qu'il s'en fichait. Puis est venu le coup final. Il m'a dit qu'il voulait que je quitte la maison rapidement. Notre maison, l'endroit que je pensais avoir construit avec lui, le lieu que je croyais nôtre,
était maintenant celui où il prévoyait de vivre avec elle. Il parlait de cela comme d'une simple transaction, comme si j'étais une vieille locataire à évincer pour une nouvelle. Il a dit, Vanessa mérite un meilleur espace, et ils créeront de nouveaux souvenirs là-bas. Mes mains tremblaient en l'écoutant, mais il continuait à parler, presque fier de lui. À ce moment-là, les murs autour de moi semblaient se refermer. Mes parents étaient partis. Mon mariage était fini, et maintenant même le toit au-dessus de ma tête m'était volé. Je n'avais plus rien. L'homme qui avait juré de me protéger et de m'aimer s'était transformé en un étranger qui voulait m'effacer de sa vie le plus vite possible. J'aurais dû m'effondrer, crier, le supplier d'arrêter. Mais quelque chose a changé en moi. Sous le chagrin, sous l'humiliation, quelque chose de nouveau commençait à prendre forme. De la colère. Une colère calme, stable, tranchante. Elle n'était pas bruyante. Elle n'était pas désordonnée. Elle s'installait profondément dans ma poitrine, gagnant en force à chaque mot qu'il prononçait. J'ai réalisé qu'il ne me voyait plus comme une personne. Pour lui, j'étais jetable, un obstacle entre lui et sa nouvelle vie brillante. Cette prise de conscience a consumé les derniers fragments de ma tristesse et a commencé à se durcir en quelque chose d'autre. Il pensait que j'étais trop brisée pour riposter. Il pensait que je disparaîtrais simplement. Mais il avait tort. La semaine suivant l'aveu de Michael, j'ai été convoquée au cabinet de l'avocat pour la lecture du testament de mes parents. Entrer dans cette pièce était lourd. Cela me rappelait encore qu'ils étaient partis, mais je me suis forcée à m'asseoir et à écouter. Mon père avait toujours été prudent avec ses affaires, et je savais qu'il aurait tout organisé. L'avocat a passé en revue les formalités, listant leurs biens personnels, leurs économies et leurs propriétés. Puis il a marqué une pause et a expliqué que mon père m'avait laissé quelque chose d'important. J'avais hérité d'une participation de 50% dans une entreprise immobilière commerciale qu'il codétenait avec un partenaire de longue date. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était une part dans une entreprise avec des bâtiments, des locataires et des revenus stables. Mon père m'avait fait confiance pour quelque chose qui avait du poids et de la responsabilité. Pendant un instant, j'ai ressenti une fierté discrète mêlée de tristesse. Michael, qui avait insisté pour m'accompagner, s'est adossé à sa chaise avec un sourire satisfait lorsqu'il a entendu les détails. Il n'a même pas essayé de cacher sa satisfaction. Sur le chemin du retour, il a commencé à parler comme si tout cela lui appartenait aussi. Il a dit que l'héritage faciliterait les choses lors du divorce, que je ne lutterais pas sans lui, et qu'il pourrait même demander une pension alimentaire puisque je lui devais soi-disant pour les années où il avait soutenu ma carrière. Sa façon de parler me donnait la nausée. Il me regardait comme si j'étais une femme naïve incapable de se débrouiller sans son aide. Il agissait comme si l'héritage de mes parents n'était rien d'autre qu'un fonds pour financer ses plans avec Vanessa. Chaque mot qu'il prononçait était empreint d'arrogance. Je n'ai pas argumenté. Je suis restée silencieuse, le visage calme, la voix douce. Je l'ai laissé croire que j'étais encore faible, que je n'avais pas l'énergie de riposter. Il pensait que mon silence signifiait une reddition, mais en réalité, c'était le début de ma stratégie. Ce soir-là, après qu'il soit parti à nouveau pour travailler tard, je me suis assise seule avec les documents de l'avocat. Mes mains parcouraient les papiers, et je pensais à mon père. Il m'avait fait suffisamment confiance pour me donner cette part. Il croyait que j'étais capable de porter le poids de ce qu'il avait construit. Cette pensée m'a donné une force que je n'avais pas ressentie depuis l'enterrement. Pour la première fois depuis que tout s'était effondré, je ne me sentais pas impuissante. J'avais quelque chose que Michael ne pouvait pas contrôler, quelque chose qui ne lui appartenait pas. Et je savais au fond de moi que ce serait la clé. Il avait pris mon mariage. Il avait pris ma maison, mais il n'allait pas prendre ça. J'ai soigneusement plié les documents et les ai rangés sous clé. À partir de ce moment, j'ai cessé de penser comme l'épouse en deuil qu'il supposait que j'étais. J'ai commencé à penser comme quelqu'un qui se prépare à une bataille qu'il ne savait même pas venir. Il croyait que j'étais brisée. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que je venais de trouver mon arme. Michael n'a pas perdu de temps à me montrer à quel point il se fichait de moi. Quelques semaines seulement après l'enterrement, et avant même que les papiers du divorce ne soient déposés, il a amené Vanessa dans notre maison. Pas comme une visiteuse, pas comme une invitée, mais comme si elle y avait déjà sa place. Ses vêtements remplissaient le placard où les miens étaient encore suspendus. Son parfum flottait dans les pièces où je me sentais autrefois en sécurité.
Elle se déplaçait dans les couloirs avec assurance, comme si elle avait déjà gagné. J'aurais dû lui dire de partir. J'aurais dû lui dire qu'il n'avait pas le droit, mais je ne l'ai pas fait. Je suis restée silencieuse. J'agissais comme si j'étais trop épuisée pour résister. Mon silence leur donnait à tous les deux un faux sentiment de pouvoir, et Michael devenait plus audacieux chaque jour. Un soir, j'étais dans la cuisine en train de ranger quand j'ai entendu leur voix depuis le salon. Vanessa riait, son ton était aigu et moqueur. Elle m'a traité de pathétique. Elle a dit que j'étais fauchée, finie, et trop faible pour me battre pour quoi que ce soit. Michael ne m'a pas défendue. Il a ri avec elle, comme si m'humilier dans ma propre maison était un divertissement. Leurs mots ont profondément blessé, mais je ne les ai pas laissés voir. Je suis restée immobile, j'ai terminé ce que je faisais et je suis passée devant eux sans un mot. Pour eux, j'avais l'air vaincue. En réalité, je stockais chaque insulte, chaque sourire narquois, chaque rire comme carburant. J'ai commencé à observer attentivement. Pendant qu'ils pensaient que je me cachais dans mon chagrin, j'étais attentive. Michael aimait se vanter, et Vanessa aimait fouiner. Ensemble, ils révélaient plus qu'ils ne le réalisaient. Au cours des dîners, des appels téléphoniques et de ces conversations imprudentes, j'ai commencé à assembler les pièces du puzzle. Michael n'était pas l'investisseur prospère qu'il prétendait être. Son entreprise était fragile, ses dettes lourdes, et une grande partie de son soi-disant succès reposait sur les apparences. J'ai commencé à creuser plus loin quand j'étais seule. J'ai vérifié les dossiers, les vieux papiers et les documents qu'il avait laissés traîner. Plus je regardais, plus cela devenait clair. Il s'était surendetté sur des affaires risquées. Les propriétés dont il se vantait n'étaient pas entièrement payées, et les prêts s'accumulaient les uns sur les autres. Il ne construisait pas de richesse. Il se noyait dedans, tenant à peine la tête hors de l'eau. Chaque découverte me renforçait. Chaque mot cruel de Vanessa me rappelait de ne pas montrer mon jeu trop tôt. Alors, je les ai laissés rire. Je les ai laissés penser que j'étais brisée, une épouse trop faible pour riposter. J'ai gardé ma voix douce, ma tête baissée et mes mouvements discrets. Ils croyaient que j'avais abandonné, que j'attendais tranquillement d'être effacée du tableau. Mais derrière ce masque de faiblesse, j'apprenais tout ce dont j'avais besoin. Morceau par morceau, je construisais la connaissance qui mettrait Michael à terre complètement. Il pensait qu'il était intouchable. Il pensait que j'étais impuissante. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais déjà commencé à planifier sa chute. Plus je me penchais sur les affaires de Michael, plus la vérité devenait claire. Il n'était pas prospère. Il n'était pas sécurisé. Il se noyait dans les dettes. Ses voitures Tapax engravent l'œil, ses dîners coûteux et ses voyages de luxe n'étaient que de la fumée et des miroirs. Chaque affaire qu'il concluait dépendait de l'argent emprunté, et il était toujours à une erreur de tout perdre. Au monde extérieur, il semblait riche, mais dans les chiffres, je voyais la réalité. Il vivait sur le fil du rasoir. Il ne m'a pas fallu longtemps pour réaliser à quel point il dépendait de moi. Certaines des propriétés que nous avions achetées ensemble étaient à nos deux noms. Cela signifiait que ma signature était requise pour les vendre, les transférer ou les refinancer. Sans moi, il ne pouvait pas avancer sur certaines affaires, et sans ces affaires, son flux de trésorerie s'arrêtait. Il était piégé, mais il ne savait pas encore que je comprenais la position dans laquelle il se trouvait. Un soir, Michael est rentré avec un dossier à la main. Il l'a posé devant moi et a dit qu'il était temps de faire avancer les choses. À l'intérieur, il y avait des documents me demandant de céder ma part des biens matrimoniaux. Il a dit que c'était plus simple ainsi, que je n'avais pas besoin du stress de gérer des actifs pendant un divorce. Il parlait comme s'il me rendait service, mais ses yeux le trahissaient. Il était désespéré. J'ai regardé les papiers et j'ai hoché la tête lentement, puis je lui ai dit que je ne pouvais pas encore le faire. J'ai dit que le décès de mes parents m'avait laissé trop émotive, que je n'étais pas prête à prendre de si grandes décisions. Ma voix tremblait juste assez pour être convaincante. Michael a soupiré de frustration, mais il n'a pas trop insisté. Il pensait que le temps m'affaiblirait davantage. Il pensait qu'attendre me rendrait plus facile à contrôler. Mais pendant qu'il attendait, je travaillais. J'étudiais les contrats. J'appelais discrètement des professionnels pour comprendre les termes juridiques. Je posais des questions discrètes sur les droits de propriété et les actifs matrimoniaux. À chaque réponse,
Ma stratégie devenait plus précise. Chaque délai que je créais me donnait plus d'espace pour me préparer. Michael ne prenait pas bien mes refus. Quelques jours plus tard, il a essayé à nouveau, me mettant les papiers dans les mains, insistant que c'était juste une formalité. Il m'a dit que je compliquais les choses inutilement, que Vanessa et lui avaient besoin de stabilité. Je lui ai donné la même excuse douce, disant que je n'étais pas encore assez forte. Je me suis excusée d'être lente, comme si j'étais le problème. À chaque fois, son irritation grandissait, mais je restais calme. Il ne pouvait pas avancer sans moi, et je le savais. Le pouvoir qu'il pensait détenir s'effritait. Pour la première fois, je ne me contentais pas de survivre. J'étais en contrôle. Il croyait que je traînais des pieds par faiblesse. Mais en vérité, chaque délai était une corde de plus autour de son cou. L'horloge tournait, et il ne réalisait même pas que c'était moi qui la remontais. Je savais que je ne pouvais plus affronter Michael seul. Sa pression augmentait, et si je n'étais pas prudente, il me coincerait. C'est alors que j'ai contacté Richard Lawson, l'ancien partenaire commercial de mon père. Il était proche de ma famille depuis des années, et quand je lui ai expliqué ce qui se passait, il n'a pas hésité. Il m'a donné le nom d'une avocate spécialisée dans les divorces, connue pour être perspicace et implacable. La rencontrer, c'était comme respirer enfin après avoir été sous l'eau. Elle était calme, directe et ne perdait pas de temps à examiner les détails. Je lui ai remis tous les documents que j'avais rassemblés, dossiers immobiliers, contrats, relevés de comptes, même des notes sur ce que j'avais entendu. Elle m'a regardé et m'a dit « Vous avez déjà fait la moitié de mon travail. Maintenant, faisons-le répondre de ses actes. » Pour la première fois, je me sentais ne pas combattre seule. Lorsque le processus de divorce a officiellement commencé, Michael s'attendait à ce que je cède rapidement. Il a envoyé son offre de règlement par l'intermédiaire de son avocat. Les documents étaient insultants. Il voulait que la plupart de nos propriétés communes lui soient cédées, réclamait une partie de mon héritage et m'offrait presque rien en retour. Il était clair qu'il pensait que je plierais, que j'étais toujours l'épouse silencieuse et brisée qui accepterait juste pour en finir. Mais cette fois, je ne suis pas restée silencieuse. Mon avocate a rédigé une réponse qui a renversé tout le dossier. En plus de rejeter ses conditions, elle a inclus des preuves qu'il ne pensait jamais que je pourrais avoir. Preuves de comptes cachés, documents montrant des fonds déplacés sans disclosure, et registres de fonds communs qu'il avait utilisés pour couvrir des dettes personnelles. Tout ce qu'il pensait enfoui était maintenant exposé, soigneusement organisé en noir et blanc. Au moment où les preuves ont atteint le tribunal, la confiance de Michael s'est fissurée. Son sourire arrogant a disparu, remplacé par une mâchoire serrée et des yeux agités. Le juge n'a pas pris les découvertes à la légère. Pour protéger les actifs matrimoniaux pendant l'affaire, le tribunal a gelé plusieurs comptes de Michael jusqu'à un nouvel examen. Soudain, l'argent qu'il affichait si facilement était bloqué, intouchable. Le voir assis là, s'agitant sur son siège pendant que le juge parlait, était la première fois que je voyais de la peur en lui. Il n'était plus en contrôle. L'homme qui m'avait dit que je le tirais vers le bas semblait maintenant être celui qui coulait. Après l'audience, il m'a coincé à l'extérieur du tribunal, la voix basse et tendue. Il m'a demandé si je réalisais ce que je faisais, si je comprenais que je le ruinais. Je l'ai regardé dans les yeux et lui ai dit calmement « Tu t'es ruiné toi-même. Je ne fais que laisser la vérité parler. » Il ne savait pas comment répondre. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'ai vu Michael paniquer. Et à ce moment-là, je savais que sa chute ne faisait que commencer. Le divorce s'est prolongé, mais je ne me sentais plus acculée. Au contraire, je devenais plus forte chaque semaine. Richard Lawson n'est devenu plus qu'un conseiller. Il est devenu un guide. Il avait travaillé avec mon père pendant des décennies et connaissait l'entreprise sur le bout des doigts. Assise en face de lui dans son bureau, j'avais l'impression de renouer avec une partie de la sagesse de mon père. Richard ne m'a jamais traitée comme si j'étais fragile. Il me rappelait que mon père m'avait fait confiance pour une raison. Ensemble, nous avons commencé à restructurer l'entreprise. Richard m'a guidée à travers chaque actif, chaque contrat, chaque accord de locataire. Il m'a montré où des changements devaient être faits et où des protections devaient être mises en place. Avec son aide, j'ai pris le contrôle total de ma part, ne laissant aucune ouverture à Michael pour en réclamer une partie. Mes parents avaient rédigé leur testament avec soin,
et avec les conseils de Richard, je me suis assuré que ses protections tiennent. Mon héritage resterait à moi, intouchable. Pendant que j'apprenais et construisais, Michael se défaisait. Il continuait à se présenter au tribunal en costume coûteux, essayant toujours de projeter une image de succès, mais je voyais les fissures. Il était désespéré de maintenir son style de vie avec Vanessa intact. Dîners somptueux, voyages, cadeaux, tous payés avec de l'argent qui n'était pas vraiment là. Avec ses comptes gelés et ses dettes le rattrapant, la pression sur ses épaules devenait plus lourde. Il ne ralentissait pas, cependant. Il dépensait plus pour prouver à tout le monde que rien n'avait changé. Je ne l'ai pas confronté. Je n'ai pas discuté avec Vanessa quand je la voyais à son bras en public. Je restais silencieuse, les laissant croire que je me concentrais uniquement sur le divorce. En réalité, je déplaçais des pièces qu'ils ne pouvaient pas voir. Plus il perdait de l'argent, plus je sécurisais mon avenir. J'ai réinvesti des parties de l'entreprise, renforcé les contrats et travaillé côte à côte avec Richard pour préparer une base stable. Il y avait un certain calme à le regarder lutter. Il pensait que les apparences le sauveraient, mais chaque dollar qu'il gaspillait était une corde qui se resserrait autour de son propre cou. Je n'avais pas besoin de l'exposer davantage. Tout ce que j'avais à faire était d'attendre. Ses propres choix travaillaient contre lui. La nuit, je m'asseyais tranquillement avec les dossiers de l'entreprise étalés sur la table de la cuisine. Je me souvenais de la voix stable de mon père m'enseignant des leçons sur la responsabilité, sur la protection de ce qui comptait. Je me sentais plus proche de lui que je ne l'avais été depuis l'enterrement, comme si je l'honorais en refusant de laisser Michael ternir ce qu'il avait construit. Michael croyait qu'il était toujours en contrôle, mais la vérité était tout le contraire. L'héritage sur lequel il comptait était définitivement hors de sa portée. Ses dettes augmentaient, son image se fissurait, et son orgueil l'aveuglait face à la rapidité de sa chute. Et j'étais là, observant, préparé pour le moment où tout ce à quoi il s'accrochait lui glisserait enfin des mains. Le jour des audiences de divorce est enfin arrivé, et j'étais prête. J'avais déjà pénétré dans le tribunal en me sentant petite et effrayée. Mais cette fois, c'était différent. J'avais des preuves. J'avais une avocate qui se battait pour moi, et j'avais la vérité de mon côté. Michael, en revanche, est entré avec la même arrogance qu'il portait toujours, vêtu d'un costume taillé sur mesure, comme si les apparences pouvaient effacer la réalité. À l'intérieur de la salle d'audience, les détails ont commencé à se dévoiler. Mon avocate a présenté des preuves claires de son infidélité. Emails, messages, et même des photographies montraient sa relation avec Vanessa bien avant qu'il ne me demande le divorce. Le juge a écouté attentivement, peu impressionné par les tentatives de Michael pour justifier ses actions. Son arrogance a vacillé lorsque ses propres mots ont été lus à haute voix, exposant ses mensonges. Puis est venue la partie financière. Mon avocate a exposé les dossiers de comptes cachés et de dépenses imprudentes. C'était indéniable. Michael avait pris des fonds communs et les avait versés dans des affaires risquées, couvrant des dépenses personnelles tout en prétendant que tout était stable. Il a essayé de nier, mais les traces écrites disaient la vérité. Lorsqu'il a tenté d'expliquer, ses déclarations contredisaient les preuves, rendant évident qu'il mentait sous serment. L'expression du juge devenait plus sévère à chaque contradiction. Au moment où les deux parties ont fini de parler, le résultat était évident. Le juge a tranché fermement en ma faveur. Mon héritage, protégé par le testament de mes parents, a été déclaré complètement séparé du mariage et hors de portée de Michael. La maison conjugale, l'endroit qu'il avait si facilement essayé de céder à Vanessa, m'a été attribué, et en raison de sa mauvaise conduite, il a été ordonné de couvrir mes frais juridiques. Chaque avantage qu'il pensait avoir s'est effondré en une seule décision. Le visage de Michael racontait l'histoire mieux que les mots ne le pouvaient. La couleur s'est drainée de son visage, sa mâchoire s'est serrée, et ses yeux se sont tournés nerveusement vers Vanessa, assise au fond de la salle. Elle ne lui a pas souri. Elle ne l'a pas réconforté. Elle le regardait à peine. Dans les jours qui ont suivi, la distance entre eux est devenue plus claire. Vanessa avait été attirée par son image de richesse et de pouvoir. Mais avec ses comptes gelés, ses dettes exposées et le jugement contre lui, il ne restait plus grand-chose à admirer. Elle a cessé d'apparaître à ses côtés en public, et bientôt, des murmures ont circulé qu'elle passait son temps avec quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus stable. La communauté immobilière,
autrefois désir de travailler avec Michael, a également commencé à s'éloigner. Sa réputation a pris un coup qu'il ne pouvait pas réparer. Les investisseurs ne voulaient pas être associés à quelqu'un qui avait été pris en flagrant délit de mensonge au tribunal, de dissimulation d'actifs et d'incapacité à gérer ses propres finances. Les portes qui s'ouvraient autrefois facilement pour lui étaient maintenant fermées à double tour. Je suis sorti du tribunal ce jour-là, non seulement avec des victoires juridiques, mais avec la paix. J'avais ma maison, mon héritage, et la vérité était exposée. Michael, qui pensait pouvoir m'écraser, a vu tout lui glisser des mains. Et ce n'était que le début de sa chute. Les nouvelles concernant Michael se sont répandues plus vite qu'il ne pouvait les contenir. Les investisseurs qui lui faisaient autrefois confiance avec leur argent ont commencé à se retirer les uns après les autres. Dès qu'ils ont entendu parler de ses comptes gelés et des décisions judiciaires, ils ont décidé qu'ils n'étaient plus sûrs de travailler avec lui. Sans leur soutien, ses projets se sont arrêtés. Les affaires s'effondraient avant même d'atteindre la table de négociation. L'image qu'il avait construite d'être intouchable s'est désagrégée morceau par morceau. Vanessa, qui défilait autrefois fièrement à son bras, a commencé à disparaître de la vue. Au début, elle trouvait des excuses, disant qu'elle était occupée par le travail ou la famille. Bientôt, ces excuses se sont transformées en silence. Des rumeurs m'ont atteint qu'elle était déjà passée à un autre homme, quelqu'un avec des poches plus profondes et un nom plus stable dans les affaires. Michael avait tout sacrifié pour elle, et quand son argent s'est épuisé, son affection aussi. L'homme qui se pavanait autrefois avec confiance était maintenant seul. Son arrogance avait disparu, remplacée par le désespoir. Un soir, des semaines après l'audience, j'ai entendu frapper à ma porte. Quand je l'ai ouverte, Michael se tenait là. Son costume était froissé, ses yeux injectés de sang, et pour la première fois en des années, il semblait petit. Il a commencé à parler rapidement, les mots se bousculant alors qu'il essayait de me convaincre. Il a dit qu'il avait fait des erreurs, qu'il était sous pression, qu'il pensait que je comprendrais si je pouvais juste lui donner une autre chance. Puis sa voix s'est tournée vers la supplication. Il m'a demandé si je pouvais l'aider, lui prêter un soutien, le remettre sur pied. C'était presque surréaliste d'entendre l'homme qui s'était autrefois moqué de mes larmes supplier maintenant pour ma clémence à ma porte. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas pleuré. Je l'ai simplement regardé et laissé le silence s'étirer. Quand j'ai enfin parlé, mes mots étaient stables et calmes. Tu as demandé le divorce à l'enterrement de mes parents. Ce jour-là, je t'ai aussi enterré. La couleur s'est drainée de son visage. Il a essayé de répondre, mais aucun mot n'est sorti. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée, ses épaules s'affaissant sous le poids de ce qu'il avait perdu. Sans lui donner une autre chance de plaider, j'ai fermé la porte. Le bruit de sa fermeture semblait définitif, comme le dernier clou scellant un chapitre que je ne rouvrirai jamais. De l'autre côté, j'ai entendu ses pas s'éloigner lentement sur le chemin. Je n'ai pas suivi. Je n'ai pas regardé. Je n'en avais pas besoin. Cette conversation était la fin. Michael pensait pouvoir me briser, me remplacer, m'effacer. Au lieu de cela, il s'est retrouvé dépouillé de sa richesse, de sa partenaire et de son orgueil. Tout ce qui restait était un homme qui s'était détruit lui-même. Et moi, la femme qu'il avait sous-estimée, je suis enfin partie libre. Les mois ont passé, et la vie a commencé à s'installer dans quelque chose de stable, de paisible. Sarah ne vivait plus sous l'ombre de la trahison. Avec les conseils de Richard, elle s'est investie dans la gestion de l'entreprise de ses parents. Au début, cela semblait écrasant, mais avec le temps, elle a gagné en confiance. Les réunions qui l'effrayaient autrefois devenaient des occasions de prouver sa force. Elle n'était plus seulement une infirmière essayant de garder la tête hors de l'eau. Elle était une leader, capable et respectée. Les employés admiraient sa résilience, et Richard lui rappelait souvent que son père serait fier. Sa maison, autrefois remplie de tensions et de moqueries, est devenue un lieu de calme. Elle a rempli l'espace de lumière, de photos de ses parents et de soirées paisibles. Elle ne ressentait plus la lourdeur qui s'accrochait à elle autrefois. Au lieu de cela, elle se réveillait chaque jour en sachant qu'elle avait le contrôle de sa vie, quelque chose que Michael avait autrefois essayé de lui prendre. Un après-midi frais, Sarah a visité la tombe de ses parents. Elle s'est agenouillée, écartant les feuilles de la pierre, et a murmuré doucement. Elle leur a dit qu'elle allait bien maintenant.
Elle leur a dit qu'elle avait été brisée, mais qu'elle avait retrouvé son chemin. Elle a promis de garder leur héritage vivant, pas seulement à travers l'entreprise, mais à travers la force qu'ils lui avaient transmise. Les larmes sont venues, mais ce n'étaient plus des larmes de désespoir. C'étaient des larmes de gratitude et de guérison. Michael, en revanche, a continué à sombrer. L'homme qui se vantait autrefois de sa richesse et de son pouvoir se tenait maintenant devant le tribunal de faillite, dépouillé de tout ce qu'il exhibait autrefois. Les nouvelles se sont rapidement répandues dans la communauté. Ses investisseurs avaient disparu. Sa réputation était en ruine, et Vanessa était partie depuis longtemps. Il était l'ombre de l'homme qu'il prétendait être. Plus il essayait de se relever, plus il s'enfonçait dans le désordre qu'il avait créé pour lui-même. Sarah n'observait pas sa chute avec joie. Elle n'en avait pas besoin. Son effondrement n'était plus son problème. Elle était déjà passée à autre chose, et sa ruine était simplement la conséquence naturelle de ses choix. Dans les moments de calme, elle réfléchissait à tout ce qui s'était passé. Elle a réalisé que la vengeance n'était pas vraiment à propos de l'écraser. Il s'agissait de reprendre son pouvoir, sa dignité et sa vie. Michael pensait qu'elle serait laissée briser, suppliante et faible. Au lieu de cela, c'est lui qui s'est retrouvé sans rien, tandis qu'elle se tenait plus grande que jamais. En terminant sa visite au cimetière, Sarah a murmuré sa réflexion finale. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de crier, de se battre ou de détruire quelqu'un. C'est de s'éloigner, de construire sa propre paix et de les laisser se noyer dans le vide qu'ils ont créé pour eux-mêmes. Et avec cela, elle s'est levée, s'est éloignée et n'a jamais regardé en arrière.